À la une de l'actualité, en Côte d'Ivoire, les syndicats d'étudiants suspendus jusqu'à nouvel ordre après des violences à l'université. Autre sujet abordé, le coût du transport. Le gouvernement a arrêté des mesures pour le bien-être des populations. Les factures d'électricité aussi sur la table du Conseil des ministres d'hier. De nouvelles mesures arrêtées, les factures reportées jusqu'au 12 septembre. Le directeur général de la CIE, Dominique Kakou, l'a annoncé hier à 20h à la télévision nationale. Deuil national et état d'urgence réinstauré après l'attaque de Nampala au Mali. Attaque qui a fait 17 morts dans le rang des soldats. Bonjour à tous. C'est une situation qui préoccupe le gouvernement. Il s'agit des violences à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Le gouvernement annonce 4 mesures. Première mesure, la suspension des activités des syndicats d'étudiants sur tout le territoire national. D'autres sujets abordés, le coût du transport. La synthèse du Conseil des ministres d'hier avec Viviane Aimé. Face à l'agitation estudiantine sur le campus de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody depuis le début de cette semaine, le Conseil des ministres réuni ce mercredi au palais présidentiel sous la présidence du chef de l'État a décidé la suspension des activités des syndicats étudiants et la nomination, conformément au texte en vigueur depuis 2012, d'un nouveau président d'université. Le poste n'avait pas été pourvu depuis la nomination du professeur Bakayoko Liramata, précédemment président de l'université Félix Houphouët-Boigny, comme ministre de l'enseignement supérieur. Pour la sauvegarde de l'image de l'université, la crédibilité de notre système d'enseignement supérieur, la suspension jusqu'à nouvel ordre des activités des syndicats d'étudiants sur l'ensemble du territoire national. Deuxièmement, la nomination d'un nouveau président de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Ce nouveau président est le professeur Abou Karamoko, professeur titulaire de philosophie. Troisièmement, c'est la nomination dans les prochains jours d'un nouveau directeur du Centre régional des œuvres universitaires, ce qui s'appelle le CROU. En outre, pour apporter une réponse aux doléances exprimées par les étudiants relatives à l'amélioration de leurs conditions d'études, le Conseil a dégagé une ligne budgétaire. Le chef de l'État a libéré certaines sommes, effectivement, certaines lignes budgétaires qui étaient affectées à d'autres usages pour être affectées prioritairement au traitement des questions liées à l'université. Faire en sorte qu'on ne vienne plus, dans quelques semaines, parler de problèmes académiques, de problèmes sociaux, de problèmes de primes, etc., que toutes ces questions soient résolues. L'État de Côte d'Ivoire, le chef de l'État en particulier, sont disposés à faire tout ce qui est possible pour nos universités, pour faire en sorte que nos étudiants puissent aller à l'école, puissent apprendre, parce que notre conviction est que c'est l'avenir du pays et que c'est notre intérêt à nous de faire en sorte qu'elles soient bien formées. Ce n'est pas une question de tranquillité aujourd'hui, mais c'est surtout une question d'avenir pour notre pays. Le Conseil a par ailleurs décidé le maintien des forces de l'ordre sur le campus pour assurer la sécurité des biens et des personnes. Une mesure qui fait aussi l'objet de contestations de la part des étudiants, mais qui est nécessaire pour protéger les nombreux étudiants qui veulent passer leurs examens, comme l'explique la ministre de l'Enseignement supérieur. Dimanche, les étudiants de Sciences Éco voulaient faire les examens. Et nous avons donc demandé que les forces de sécurité soient. Il y a des étudiants qui sont rentrés par la fenêtre pour déchirer des copies. Est-ce que c'est le comportement d'étudiants? Donc, je pense que c'est ces comportements qui ont amené le gouvernement à prendre des mesures, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui veulent aller à l'école, qui veulent composer. Ils nous l'ont dit. Je reçois tout le temps des SMS, même à 2 h du matin. Madame, nous voulons aller à l'école. Faites quelque chose. Quelles raisons sont avancées pour expliquer cette agitation estudiantine? Est-ce le projet annoncé de déloger les étudiants sur le campus en raison des Jeux de la francophonie? Le gouvernement a annulé cette décision depuis 1 mois, fait savoir la ministre Bakayoko Liramata. Il y a eu beaucoup de discussions avec les étudiants. On a compris que les étudiants ne souhaitaient pas être délogés. Et le gouvernement a pris la décision de ne pas déloger les étudiants. Le gouvernement est à l'écoute des étudiants. Ça, en tant que ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, je vous le dis très sincèrement,
nous sommes écoutés. Donc, il faut que les étudiants nous aident. C'est ensemble que nous devons tout faire pour obtenir encore plus. Mais nous obtenons vraiment beaucoup de choses parce que nous ne sommes pas les seuls, mais nous obtenons quand même tout la majorité de ce que nous demandons et les choses avancent. Et les partenaires veulent nous aider aussi parce que le gouvernement ne peut pas tout, mais ce n'est pas dans un climat de violence que nous allons être aidés. Outre les problèmes de l'université, le Conseil des ministres a abordé la question de la salubrité urbaine et l'amélioration du cadre de vie des Abidjanais. À cet effet, sera organisée du 1er au 6 août 2016 la première édition de la Semaine nationale de la propreté, qui verra l'organisation d'un concours du quartier le plus propre avec récompense des lauréats. Une ville propre et assainie, c'est l'affaire de tous. Tel est le thème de cette première édition. Le porte-parole du gouvernement a invité les populations ivoiriennes à s'inspirer de l'exemple du Rwanda, pays africain dont la capitale Kigali est aujourd'hui un modèle de propreté applaudi dans le monde entier. Après le palais, cap sur la primature où le chef du gouvernement, Daniel Kablan-Duncan, a reçu un groupe d'hommes d'affaires portugais, des hommes d'affaires portugais désireux d'investir dans plusieurs secteurs d'activité en Côte d'Ivoire, nous dit Herman Guivet. Une délégation d'hommes d'affaires portugais à la primature pour accompagner, mieux confirmer l'excellence des relations de collaboration qui existent entre la Côte d'Ivoire et le Portugal. Le 21 juin dernier, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan quittait Abidjan pour le Portugal. Une visite de 4 jours effectuée dans le cadre de la tenue de la 2e session de la commission bilatérale ivoiro-portugaise et du 2e forum économique ivoiro-portugais. La Côte d'Ivoire et le Portugal sont donc de bons partenaires et cette audience accordée à cette mission d'hommes d'affaires portugais conduite par Sofia Carlos, présidente du comité d'administration du groupe portugais, Mar Malcoa le confirme. C'est la seconde fois que la délégation portugaise vient en Côte d'Ivoire. Ça se passe très très bien et Côte d'Ivoire est un pays très émergent et prospère. Et je pense que dans un futur proche, on pourra faire et trouver des liaisons entre les deux pays. On a plusieurs activités ici d'entreprises portugaises qui sont venues. On a de l'agriculture. On a des bâtiments, construction, on a des énergies renouvelables, on a des sanitaires et on a toutes les conditions pour pouvoir que ces projets se concrétisent au plus tôt. Plusieurs projets qui devraient davantage contribuer au renforcement des relations bilatérales de coopération entre les deux pays. Autre fait marquant de l'actualité en Côte d'Ivoire, c'est la grogne contre les factures d'électricité. La compagnie ivoirienne d'électricité a décidé de reporter d'1 mois, c'est-à-dire au 12 septembre, la date limite de paiement des factures de juillet après des manifestations de population, annonce faite hier par le directeur général Dominique Kakou au journal de 20h. Extrait. La compagnie ivoirienne d'électricité, la CIE, a procédé à la distribution des factures correspondant aux consommations de mars et avril 2016 en juin 2016, avec pour date limite de paiement les 12 et 14 juillet 2016, et les factures correspondant aux consommations de mai et juin en juillet 2016, avec pour date limite de paiement les 9 et 11 août 2016. La proximité de ces deux émissions de factures a donné l'impression d'une double facturation dans un même mois. La CIE, en concertation avec l'Agence nationale de régulation du secteur de l'électricité, ANARE, et les associations des consommateurs, a décidé de reporter d'1 mois la date limite de paiement des factures de juillet 2016. Ainsi, la date limite de paiement des factures de juillet au titre des consommations de mai et juin 2016 est fixée au 12 septembre 2016. En conséquence, aucune pénalité ne sera appliquée à ces factures jusqu'au 12 septembre 2016. Par ailleurs, toute anomalie éventuelle constatée sur les factures devra être portée à la connaissance de la CIE.
paiement donc des factures CIE face à la grogne généralisée, la date limite est prorogée d'un mois et vous venez là d'entendre un extrait de l'entretien que le directeur général de la CIE, Dominique Kakou, a eu hier avec Marie-Laure Ngoran. Il faut dire que Daloa, Korogo, Tiasalé et Yamsokro ont été secoués par des manifestations. Aujourd'hui, l'heure est au calme. À Yamsokro, les autorités invitent toutes les populations à faire confiance au gouvernement. Elles lancent des messages allant dans le sens de l'apaisement et du dialogue. Kader Sogodogo. Un véhicule incendié. Des locaux de la compagnie ivoirienne d'électricité vandalisés et incendiés. Voici les conséquences des manifestations à Yamoussoukro liées aux factures d'électricité. Suite à ces remous, les autorités en appellent au calme. Yamoussoukro, ce n'est pas une ville de violence. Je demande aux jeunes gens et à leurs parents même de se calmer. Toute chose, quand on est fâché, il faut aller au dialogue. Avec le dialogue, tout est possible. C'est ce qu'il faut nous enseigner. Dans toutes les marches, il y a des individus mal intentionnés qui en profitent de la situation. Et voilà. Revendiquer le droit, c'est tout à fait normal. Mais casser, nous ne sommes pas d'accord. Nous, on condamne fermement. Et ceux qui cassent, ce ne sont pas des gars qui étaient dans la marche. En pareille circonstance, ce n'est pas ce genre de comportement qu'il faut avoir. C'est dépassé. Et donc, quand il y a des situations comme ça, c'est le dialogue que nous devons utiliser. Et nos locaux sont ouverts, nous sommes disponibles, nous sommes disposés à recevoir notre clientèle pour leur donner vraiment toutes les informations requises liées au service que nous faisons. Et c'est pour les Ivoiriens que nous travaillons et c'est pour les Ivoiriens que nous menons ce service. Donc nous voulons vraiment les rassurer. Au lendemain de cette manifestation contre la compagnie ivoirienne d'électricité ici à Yamoussoukro, le calme semble être revenu pour ce qui nous a été donné de constater. Les populations vaquent tout simplement à leurs occupations. Voilà, merci Kader Sogodogo. Et dans le cadre du projet d'infrastructure pour le développement urbain et la compétitivité des villes secondaires, une mission de la Banque mondiale séjourne à Bouaké. À la Chambre de commerce et d'industrie, il a été question de la mise en œuvre d'une stratégie pour la relance économique de la région de Bouaké. Reportage Kwadio Kwame. À l'ordre du jour de cette visite, la présentation des pôles compétitifs. L'identification des axes d'intervention prioritaires pour la ville de Bouaké dans le cadre de la mise en œuvre du projet. En présence de certains élus, des responsables de la Chambre de commerce et d'industrie, des représentants du ministère de l'Environnement et des opérateurs économiques, la liste des projets a été proposée. Il s'agit entre autres des infrastructures économiques, de la voirie, de la réhabilitation du marché des gros et de l'ancienne mairie de Bouaké, des logistiques, de parcs de stationnement, de l'environnement des affaires et de la chaîne des valeurs. La Chambre de commerce et d'industrie, par l'entremise de son représentant, note sa satisfaction. C'est un carrefour qui doit permettre à toute la Côte d'Ivoire de s'approvisionner. Et vous le savez, aujourd'hui, le marché de gros mérite son extension. La Banque mondiale a bien saisi, a bien compris qu'il faut faire quelque chose pour le marché de gros. La Chambre de commerce travaille aussi dans l'extension, mais surtout la modernisation du marché de gros. Et je pense que cela sera fait et ça serait au grand bonheur de notre cité. Les échanges avec l'assistance ont porté sur le manque d'un cadre sécurisé des activités commerciales, le financement des opérateurs et l'ouverture des entreprises fermées du fait de la crise qu'a vécue la Côte d'Ivoire. Ici à Abidjan, au niveau de l'éducation, la première dame offre un voyage en France à 8 élèves, un séjour éducatif de 21 jours pour les meilleurs élèves parmi les plus méritants. Ces enfants bénéficiaires ont entre 14 et 17 ans. Ils ont obtenu des moyennes annuelles égales ou supérieures à 16. Ils viennent de 8 régions de la Côte d'Ivoire. Abiba Dambélé Sawi. Pour avoir obtenu une moyenne annuelle supérieure à 16 sur 20, ces 8 enfants bénéficieront pour la première fois de vacances tout frais payées dans le sud de la France. Un cadeau que leur offre la Fondation Children of Africa en partenariat avec l'association Cité Club Universitaire de France. Ce séjour à Cap d'Aille, au Centre méditerranéen d'études françaises, va permettre à ces 8 jeunes filles et jeunes gens de perfectionner leur français, mais aussi leur anglais,
de découvrir un patrimoine culturel local et national par la visite de musées ou de sites bien spécifiques. Une telle récompense, les parents des élèves bénéficiaires n'espéraient pas pouvoir l'offrir à leurs enfants. D'où toute leur reconnaissance à la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. C'est vraiment très gentil de sa part parce que c'est un honneur qui est fait aux parents. Hein. Et nous encourageons les parents à motiver les enfants à se mettre au travail. J'ai envie de devenir un enfant comme elle, un tout petit pour reprendre les études et puis m'efforcer à l'enfance aussi comme elle. Parce que nous, à notre temps, il n'y avait pas ce cadeau. Et aujourd'hui, avec Mme Ouattara, nous voyons qu'elle est venue pour booster l'école ivoirienne. C'est la deuxième année de suite que la Fondation Children of Africa offre une telle opportunité ludique aux meilleurs élèves ivoiriens. Au-delà du loisir, cette initiative vise à promouvoir davantage l'excellence au sein de l'école ivoirienne, selon la ministre de l'Éducation nationale. Madame la Première Dame, après avoir favorisé leur inscription, quoi de plus normal donc que vous veniez en mère de famille avisée et attentionnée, féliciter et récompenser ceux qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes et en même temps inciter ceux qui ont moins bien travaillé à redoubler d'efforts pour l'année prochaine. Promotion de l'excellence mais aussi de l'éducation, dira la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, pour justifier cette action de sa fondation. À chaque rentrée des classes, la fondation équipe des écoles et distribue des kits scolaires aux enfants à travers le pays dans le but d'aider à la scolarisation des plus démunis. En fin d'année, Children of Africa récompense aussi les meilleurs élèves pour les féliciter et les encourager à poursuivre leurs efforts. Vous avez grandement mérité ce voyage en France. J'espère que vous tirerez le meilleur de ce magnifique séjour et qu'il vous permettra d'approfondir vos connaissances et de vous construire des souvenirs inoubliables. Ce séjour, tout frais payé en France, est prévu du 22 juillet au 13 août prochain, soit 3 semaines de congé. Et après 9 mois de travail, certains établissements scolaires proposent des cours de vacances. Il s'agit surtout d'occuper sainement les élèves pendant les grandes vacances. Mais les avis divergent chez les parents d'élèves. Les cours de vacances, quelle utilité? Un dossier de Juliette Ouya. Fini les 9 mois de cours assidus. Fini également le stress des examens de fin d'année à grand tirage. Les grandes vacances 2016 commencent en Côte d'Ivoire. Et déjà, certains établissements scolaires préparent les cours de vacances. Objectif, occuper sainement l'apprenant et lui permettre de rester en contact avec l'école. Mais chez les parents d'élèves, les avis divergent. Je opte pour les cours de vacances. Ça permet à l'enfant de renforcer un peu les acquis qu'il a reçus dans la classe antérieure. Il est vraiment important que l'enfant fasse des cours de vacances pour les 4 semaines avant la rentrée. C'est mieux que les enfants qui reposent pendant la vacance, en attendant que les parents trouvent le moyen pour préparer aussi la rentrée scolaire. Parce qu'après une longue année d'études, en tout cas pour les enfants qui ont passé le temps à étudier, je pense qu'il vaut mieux qu'ils se reposent. Au ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, on recommande fermement les cours de vacances. Les vacances sont faites pour se reposer, mais il faut dire aussi que qui n'apprend pas désapprend, on le dit souvent. Alors les vacances doivent être subdivisées en plusieurs périodes. Il y a des vacances de loisirs qui doivent être effectives au niveau des enfants. Mais il y a également le fait qu'il faut habituer les enfants ou bien leur donner l'envie d'aller sereinement à la nouvelle année scolaire. Donc voilà pourquoi est-ce que les cours de vacances ont une certaine utilité. Ces cours doivent être des cours de soutien et non des cours et non une anticipation. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'appelle des cours de soutien? C'est des cours pour revoir en fait le programme déjà fait, voilà, au cours de l'année. Revoir les points ou les parties du programme qui n'ont pas vraiment, qui ont été difficiles pour l'enfant. Ces cours de vacances peuvent surtout être administrés aux enfants en difficulté d'apprentissage. C'est surtout pour eux qu'on pourrait organiser ces cours, ou qui n'ont pas une excellence
dans le niveau scolaire. En Côte d'Ivoire, les cours de vacances débutent dès le mois d'août. Environ 4 semaines pour préparer activement la nouvelle année académique 2016-2017. À San Pedro, l'école obligatoire et la scolarisation de la jeune fille en milieu rural, ce sont là des sujets au centre d'une journée de sensibilisation initiée par l'ONG Amour et Vie. Le reportage de Sam Kona RTI San Pedro est commenté par Thérèse Tapeyobwe. Ponero est une localité située dans la sous-préfecture de Grand Bérébi. Ce village a abrité récemment la journée de sensibilisation et de promotion de la jeune fille. C'est une journée dont l'objectif est de promouvoir l'école obligatoire et la scolarisation de la jeune fille en milieu rural. Lorsque l'homme décide de scolariser l'enfant, il prend cela comme un devoir. Mais la personne qui fait que l'enfant réussit à l'école, c'est la femme. Si ces enfants sont là, c'est parce que les femmes ont permis à ce que les enfants partent à l'école. La journée a été marquée par des remises de kits scolaires, de bourses d'études et de diplômes d'excellence aux meilleurs élèves filles et aux encadreurs. Le Conseil du café et du cacao et la marraine de la cérémonie se sont félicités de l'initiative de l'ONG Amour et Vie et invité les parents à maintenir leurs enfants à l'école. Les chefs de village ont promis de continuer la sensibilisation sur le terrain. À l'époque, on disait non, les femmes sont exclusivement réservées pour le foyer, pour la cuisine. Non, c'est quelque chose de dépassé. Aujourd'hui, nous devons encourager la scolarisation des jeunes filles. Et que nous allons continuer le combat de sensibilisation de la jeune fille, mais aussi la lutte contre le travail des enfants. L'ONG Amour et Vie, initiatrice de cette journée, a décidé de construire dans le futur une garderie et un appartement dans le village de Ponero. Un mot de communication avec l'agence ivoirienne de presse qui a présenté officiellement sa première charte de déontologie, mot d'ordre, impartialité, respect de la déontologie et de l'éthique dans l'exercice du métier de journaliste. Franck Wadio. Le droit à l'information, une condition émise par l'article 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'agence ivoirienne de presse AIP en fait depuis 1961 son credo, une charte donc de déontologie pour mieux outiller les journalistes. Le décret portant attribution de l'AIP a prévu que le conseil de gestion valide la charte proposée par le directeur. Et c'est dans ce cadre que nous avons depuis 2 ans commencé l'élaboration de cette charte qui a été validée par les journalistes de la rédaction centrale, par les pigistes, par ceux des bureaux régionaux. Et aujourd'hui, nous avons la charte qui réglemente la profession. Une charte déclinée en 10 principes fondamentaux. La fiabilité et la confidentialité des sources, la célérité dans le traitement de l'information, entre autres. Elle est présentée officiellement à la tutelle. La charte de déontologie devra désormais être votre boussole pour l'exercice de votre profession. Votre métier de journaliste de dépêche, faut-il le rappeler, requiert entre autres célérité, concision, objectivité. Cela va contribuer à renforcer davantage l'image de l'AIP pour en faire un média de référence au plan continental et international. Les grands médias se fondent sur les dépêches, car les dépêches sont la vérité du terrain. Satisfait si relevé aussi par l'organe de régulation. En tant que régulateur, nous ne pouvons qu'approuver, soutenir et louer cette initiative. Et nous avons été témoins de l'engagement que l'AIP et ses journalistes ont pris dans le respect des règles de la profession. Une première charte de déontologie qui sera suivie d'autres réformes pour le développement de l'AIP, instrument d'information de proximité. Autre sujet, l'ONG Un Ivoirien, une entreprise, a organisé récemment une journée dénommée Journée de l'entreprise. Il s'agit de susciter au sein de la population de Daloa, en particulier la jeunesse, l'esprit d'entrepreneuriat. Thérèse Tapeyobwe. L'ONG Un Ivoirien, une entreprise, se fixe pour objectif d'encourager la jeunesse et la population à la créativité et à l'entrepreneuriat. Elle vient à cet effet d'organiser une journée régionale de l'entrepreneuriat placée sous la présidence du sous-préfet central de Daloa.
Il s'agit d'encourager les jeunes à changer de mentalité, à ne plus se laisser influencer par la facilité, à prendre leurs responsabilités pour monter leurs propres projets et à créer leur entreprise pour lutter contre la pauvreté et le chômage. L'ONG Un Ivoirien, une entreprise, se veut une plateforme de promotion d'entreprises et de réalisation de projets à travers des financements et la formation. En santé, on s'intéresse à la lutte contre la fièvre typhoïde en Côte d'Ivoire. L'ONG Bacan vaccine 50 enfants de milieux défavorisés contre cette maladie en cette période de vacances. Reportage Soro Corona, commentaire Kwadio Kwame. La fièvre typhoïde est une maladie infectieuse qui touche principalement les pays pauvres. Chaque année, 21 millions de personnes en sont victimes dans le monde et environ 200 000 en meurent. En Côte d'Ivoire, entre 5 et 7 000 personnes contractent cette maladie dite des mains sales. Les enfants de moins de 10 ans sont les plus exposés à la fièvre typhoïde. La vaccination reste le seul moyen efficace de lutte. De nombreuses organisations non gouvernementales initient des séances de vaccination en faveur des tout-petits. À Bouaké, l'ONG Bacan a permis à plus de 50 enfants d'être immunisés gratuitement contre la maladie. La séance de vaccination, c'est pour venir en aide aux enfants parce que c'est des enfants démunis, ils n'ont pas assez de moyens. Et on sait qu'un enfant, c'est la vie, l'enfant a besoin de la santé. À travers cette vaccination gratuite, l'ONG Bacan veut permettre à ces enfants de familles modestes de passer des vacances saines. Cette séance de vaccination est à sa deuxième édition. La fièvre typhoïde peut être fatale en l'absence de traitement au bout de 2 semaines. Santé et après environnement, les acteurs réfléchissent en ce moment à Grand Bassam sur la mise en place d'un cadre mondial des services climatiques. C'est pour une meilleure gestion des risques de catastrophes naturelles, un atelier donc initié par la Sodexam en vue de la mise en place de ce cadre mondial, nous dit Konaté Moussa. Inondations, sécheresse, avancée de la mer, baisse de la pluviométrie. Des catastrophes liées au changement climatique qui engendrent des pertes économiques énormes. Les Nations Unies et l'Organisation météorologique mondiale s'offrent un axe de combat avec l'instauration du cadre mondial pour les services climatologiques. Il s'agit d'un partenariat avec les gouvernements, avec les organisations de société civile pour que la science sur le climat soit aujourd'hui utile. Bien trop souvent, la science est disponible, on a les prévisions des événements extrêmes, mais il reste dans les tours d'ivoire de la science. Comment sortir toutes ces informations, les mettre entre les mains de nos agriculteurs et de nos décideurs pour qu'ils puissent se préparer à ce que ramènent les changements climatiques. C'est le sens du cadre mondial. Le cadre mondial pour les services climatologiques permet d'établir un dialogue entre fournisseurs de données météorologiques et les usagers en vue de trouver des moyens pour améliorer les services proposés. La Sodexam, structure de gestion météorologique, réfléchit pour sa mise en place en Côte d'Ivoire. C'est de mettre en place ce cadre formel pour qu'on puisse échanger, dire quelles sont leurs préoccupations majeures et nous, qu'est-ce que nous pouvons faire pour améliorer leur connaissance donc, de cette question de l'information météo, pour une meilleure gestion, une meilleure prise en compte de la question climat dans les actes quotidiens que nous posons. Les secteurs concernés par le cadre mondial pour les services climatologiques sont l'agriculture, la sécurité alimentaire, les ressources en eau, la santé et la réduction des risques de catastrophes. Et parlant de l'agriculture, les producteurs de café cacao de la localité de Niablé bénéficient de l'appui matériel et financier d'une société de négoce. Elle leur a distribué récemment des primes de commercialisation. Elle a également mis à leur disposition un véhicule de ramassage de cacao, valeur de ses dons 28 millions de francs CFA. Honorine Ingori. La remise de ces primes d'un montant de plus de 11 millions de francs CFA et du véhicule de ramassage d'une valeur d'environ 17 millions de francs CFA répond à 2 objectifs. Il s'agit d'une part de récompenser ces braves producteurs pour leurs efforts et leur fidélité à une structure des négoces. D'autre part, elle vise à les encourager à produire davantage du cacao de bonne qualité, de sorte à satisfaire la demande sans cesse croissante. Au nom des bénéficiaires, le président du conseil d'administration de la société coopérative à Niamant de Niablé, Antoine Adou Kwadio, a exprimé sa gratitude aux donateurs.
Ce geste de générosité s'inscrit dans le cadre de la politique sociale de l'entreprise donatrice. Depuis 2 ans, elle appuie les producteurs de café cacao de la région de l'Indénié-Djuablin à divers niveaux. On peut citer entre autres la remise de kits scolaires et de bourses d'études aux élèves, le don de matériel agricole aux producteurs et l'organisation de séances de consultation médicale gratuites en leur faveur. En images, le parquet sud-africain a annoncé ce matin vouloir faire appel de la peine de 6 ans de prison d'Oscar Pistorius, condamné début juillet pour avoir tué sa petite amie en 2013. Il avait évité la peine maximale de 15 ans d'emprisonnement. Le Mali a décrété 3 jours de deuil national et réinstauré l'état d'urgence à compter d'aujourd'hui suite à l'attaque d'un camp militaire à Nampala, attaque dans laquelle 17 soldats ont été tués, une attaque qui avait été revendiquée par 2 groupes armés, l'un Peul et l'autre djihadiste, Emi Touré et Alexis Ouedraogo. Après l'attaque meurtrière de la caserne à Nampala au Mali qui a fait 17 morts, un deuil de 3 jours est décrété sur tout le territoire national. Pour rendre hommage aux militaires disparus, Ibrahim Boubacar Keïta se rendra à Ségou, à 240 km au nord de Bamako, capitale du Mali. Sur place, il y aura aussi une visite aux militaires blessés ou hospitalisés. Un nouvel état d'urgence est institué pour 10 jours. Cette mesure doit permettre d'engager de rapides procédures sur tout le territoire afin d'assurer la sécurité des biens et des personnes. Sur le terrain, un calme précaire règne à Nampala. Commentaire signé donc Émilie Touré et Maïssa Koé. C'est la fin de ce 13h. Merci de votre fidélité.